Alors bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Carnet d'anthropologue. Je suis aujourd'hui en compagnie de mon amie et collègue Amal qui est doctorante à l'Université de Montréal au département d'anthropologie. Alors aujourd'hui elle est avec moi pour lancer la nouvelle série des carnets d'anthropologue qui va s'appeler L'envers du terrain. Donc aujourd'hui, Amal, elle va nous parler de ses intérêts de recherche, mais aussi et surtout de ses terrains qu'elle a effectués en maîtrise et au doctorat, dans deux univers différents. Donc pour être un peu plus précis, je vais la présenter. Amal, donc, ses intérêts de recherche portent sur les dynamiques de l'humour et les réseaux sociaux et les rapports de genre en Égypte. Son mémoire de maîtrise qu'elle a accompli en 2016 analyse justement les représentations humoristiques de l'image du chef d'État égyptien sur les rapports sociaux entre 2011 et 2015. Et ensuite, sa thèse de doctorat, qu'elle est en train de terminer avec moi, porte sur les dynamiques des rapports de genre et des couples en Égypte dans un milieu régional où les réseaux sociaux semblent être un lieu de soutien et d'échange féministe contre le discours patriarcal dominant. Alors, c'est très intéressant, c'est beaucoup de... Bah oui, moi ça m'intéresse beaucoup, donc en fait on va commencer à parler... On est moins sur de la théorie, on va plus être sur de la méthodologie et du terrain. Mais évidemment, en parlant du terrain, on va parler un peu de pourquoi tu fais cette recherche et un peu de tes intérêts. Mais le principe de cette rencontre, c'est vraiment de parler des enjeux de terrain, de ce que tu as fait sur ton terrain, mais surtout la différence que tu as eue en fait entre la maîtrise et le doctorat, le fait que la maîtrise, ça soit en ligne, enfin numérique, et puis que le doctorat, là, tu es allé en Égypte, donc c'est ça qui nous intéresse. Et donc je vais t'écouter. La première chose que j'aimerais savoir, c'est de nous parler de tes expériences de terrain, mais surtout ton cheminement. Qu'est-ce qui t'a amené en anthropologie? Je me rappelle qu'on s'était rencontrés dans les premiers cours du bac, en primatologie, avec Michel Drapeau. Donc depuis tout ce temps, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Et puis voilà, vers le doctorat. Bonjour Camille, merci de m'avoir invitée. En fait, mon parcours avec l'anthropologie est un peu particulier. En fait, la première fois que j'ai entendu qu'est-ce que c'est l'anthropologie, en fait, mon premier contact, je venais de finir mon bac égyptien en pédagogie. Je devais suivre un stage au Centre culturel français d'Alexandrie, en Égypte. Donc, c'était en Égypte, j'ai fini mon premier bac égyptien. Et là, je me préparais à être enseignante, en fait. J'étais très jeune, etc. Et puis c'était là ma carrière. Ouais, c'est ça. T'avais étudié pour ça, puis finalement. C'est ça, 4 ans de bac, etc. Donc, puis à la fin du stage, qui était très intéressant, on nous a donné un recueil d'articles en français, traduit en français, et qui portaient tous sur la pédagogie, la méthodologie en classe, etc. Et puis il y avait un certain article d'une certaine Margaret Mead qui parlait je pense, un de ses premiers terrains auprès de deux communautés où elle parlait de rapports maternels avec le nourrisson entre deux communautés. Enfin, elle compare. Oui. Et j'ai capoté, comme on dit. J'ai adoré, j'étais comme waouh, c'était comme un code fort de Puis je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi la référence de cet artiste? C'est qui cette dame? C'est quoi ça? Puis il y avait un mot l'anthropologie dans la référence. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est l'anthropologie, je savais qu'est-ce que c'est l'archéologie. Il y a toute une tradition. Et puis, ah oui, en Égypte? Oui, toute une tradition, puis il y a plein de missions étrangères, etc. Et puis plein d'instituts d'archéologie aussi égyptiens et étrangers en Égypte. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser vraiment qu'est-ce que c'est l'anthropologie, puis j'ai commencé à chercher, oh, c'est ça que je veux faire en fait, c'est pas du tout la pédagogie. En fait, saut de temps. Et j'ai fait toute une carrière comme enseignante, etc. Puis j'ai arrêté ça, j'ai immigré au Québec, et puis quelques années plus tard, j'étais comme isolée. Je voulais briser cet isolement parce que j'avais plus de réseau social, etc. Puis je dis, ok, je retourne à l'école. Et comme ça m'intéresse l'anthropologie, j'ai lu quelques livres, dont un livre qui expliquait tout, qu'est-ce que c'est l'anthropologie, quelles sont les disciplines, les grandes théories, etc.
c'était très intéressant. Puis je dis, ok, je vais faire un mélange comme ça pour passer le temps, Pour, pour avoir un réseau, etc. Et puis c'était ça qui t'intéressait depuis longtemps finalement. Ouais, c'est ça. Et puis c'est là où je te croisais. Puis ça m'a vraiment. Ça remplit un manque. Je suis quelqu'un d'intellectuel, j'aime beaucoup les défis intellectuels, réfléchir, etc. Et l'ethnographie me fascine toujours. C'est ça, en fait, dans l'article de Mythe qui m'a fasciné. Les ethnographies, ça me fascine tout le temps. Ouais, surtout les classiques sont particulières. Oui, puis tu ouvres des mondes qui sont plus là, et puis d'autres logiques, d'autres visions du monde, d'autres organisations sociales et humaines, etc. En tout cas. Puis à la fin du ménage, j'étais tellement enthousiaste, je dis ok, encore une aventure, je fais la maîtrise. Ouais, bah oui. Et puis j'ai fait la maîtrise, et puis à la fin de la maîtrise, ça m'intéresse toujours, je fais un doc. Je vais pas m'arrêter là. Et je suis là, donc voilà un peu mon parcours particulier avec l'anthropologie. Ça marche. Et du coup, alors est-ce que tu peux nous parler plus précisément de ce que tu as fait à la maîtrise, donc comment tu as choisi ton sujet, parce que finalement tu parles, oui c'est ça, des rapports de genre en Égypte, mais à travers les réseaux sociaux, puis les dynamiques de l'humour. Alors comment t'en es venue à choisir ça finalement? Oui, parce qu'on est loin des terrains de Margaret Mead. Non, très loin. Oui, en fait, j'ai commencé ma maîtrise début 2014, et c'était un moment difficile pour toute la région du Moyen-Orient. Okay. Et j'ai pensé à ce moment-là que moi j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la région, mais sans vraiment m'inscrire dans des discours polarisés. C'était très polarisé à ce moment-là. En Égypte, partout, je voulais pas du tout, je refusais tous les discours qui sont là, tout ce qu'on disait, etc. J'avais besoin de comprendre ce qui se passe. Et puis, comme l'humour est un trait égyptien très connu, enfin la région, du les Égyptiens sont drôles, et puis la blague, etc. Donc, je me suis dit, ok, je vais peut-être... Et puis l'humour était là dès le début de ce qui s'est passé en Égypte en 2011. Qu'est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé en 2011 et pourquoi en 2014? C'est ça, c'est la révolution. Le 25 janvier 2011, c'est la révolution où on a finalement pu renverser le régime de Moubarak qui est parti le 11 février 2011. Et puis après, toute une série de changements politiques, pas seulement en Égypte, mais partout dans le monde arabe. Et la région était littéralement secouée par ce qui s'est passé, puis le terrorisme, etc. Enfin, plein de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'humour était toujours là. C'est dramatique de loin, et puis violent, etc. Mais l'humour était là. Et j'avais besoin de comprendre ce qui se passe, mais j'avais cette question, pourquoi l'humour était toujours là. Oui, malgré le fait de l'horreur et de tout ce qui se passait, ça me semblait comme ça me convenait parce que je voulais prendre de recul, et c'était impossible parce que tu es comme engagé, pas seulement dans ces dynamiques politique, sociale, etc. Mais j'avais besoin de prendre recul et de comprendre. C'était mon objectif. Donc, je me suis dit, ok, enfin, le point de départ de tout ça, c'est vraiment le président, l'image du président. L'image du président, ok. C'est quoi l'image du président? Qu'est-ce que ça présente pour nous comme Égyptiens, etc. Et puis, j'ai commencé à lire dans la littérature le symbolique, et puis je trouvais toute une histoire de l'humour par millénaire, et puis avec des connotations historiques jusqu'à récemment. Donc je trouvais quand même une bonne littérature qui décrit les Égyptiens comme toujours joyeux, qui aiment ça, faire des blagues, etc. Et puis après, j'essayais de relier ça avec le système social, et puis le système d'hierarchie sociale très présent, etc. Donc c'est ça que j'essaie un peu de faire dans le mémoire. Et puis c'était impossible, enfin c'était difficile de me rendre en Égypte à ce moment-là. Et puis parce que en fait les dynamiques de l'humour ont changé en plus. C'est plus la blague, c'est maintenant blague verbale, etc. comme d'habitude. C'est maintenant les réseaux sociaux qui sont... La blague s'est transformée en format visuel.
Et je commençais à suivre des pages, et des pages qui avaient des millions d'abonnements. Donc c'était quand même un terrain anthropologique très intéressant. Oui, une belle source de... Ouais, plusieurs pages, les pour et les contre, tel et tel, etc. Donc j'ai un peu fait mes données là-dessus, puis j'ai commencé à l'analyse du contenu. Et je juste me limiter à l'image du président, comment elle était représentée. Et puis entre 2011 et 2015, on a eu... Enfin, il y a été Moubarak, toujours là, c'est un point de référence pour tout. Et puis après, on a eu plusieurs jusqu'à arriver à celui qui est en place maintenant, et Sisi. En tout cas, j'essaie de voir les représentations humoristiques de ce président. Ouais. Et puis, qu'est-ce que ça représente à l'image symbolique que les Égyptiens attendent d'un président. C'est ça un peu le résumé de ce que j'ai fait dans mon mémoire. Et alors du coup, bon finalement c'est aussi le côté pratico-pratique qui t'a mené à faire ça en ligne, parce que tu pouvais pas te rendre là-bas. Mais alors comment tu t'es un peu outillé, comment tu as commencé même un peu avec le certificat d'éthique, à défendre un peu ton sujet, sachant que je sais qu'en 2014, on peut faire des choses un peu différentes en anthropologie, on ne fait pas des monographies à la Margaret Mead, mais finalement, comment ça s'est passé? Parce qu'il n'y a pas non plus moult de références sur l'ethnographie finalement du net, parce qu'on parle un peu de netnographie. Mais comment finalement tu viens à faire ton ethnographie sur le web? Parce que finalement, j'imagine que tu le commences un peu dès le début de la maîtrise, tu n'attends pas les 3 mois. Tu sais moi par exemple pour ma maîtrise, je suis partie les 3 mois à Trinidad, c'était du début à la fin, c'était fini. Une fois que c'était terminé, une fois que j'avais repris l'avion, j'étais plus sur le terrain. Et toi ton terrain est constamment là finalement, même encore aujourd'hui finalement tu es toujours un peu dedans. Donc comment aussi tu t'insères dans ce terrain et puis tu vis dedans et puis tu le continues sans vraiment le lâcher. Enfin tu le lâches parce que tu as déposé et puis que tu vas ailleurs, mais finalement comment tu fais tes choses finalement à l'intérieur de ça? Première chose, le certificat d'éthique, on n'a pas besoin, dans mon cas, on n'avait pas besoin parce que j'ai pas eu à avoir de rapport avec des humains. C'est juste des images et des fois c'est anonyme, on ne sait pas qui l'a fait, mais la référence c'est là sur cette page. Et même si la photo n'est plus là, il y a moyen de le récupérer à travers les archives de Google. Il y a une technique pour retrouver, rechercher l'image, elle n'est plus là. Donc il ne s'agit pas de photos, il ne s'agit pas de... C'est des choses qui sont sur le net, ils sont là comme dans un domaine public, et puis des images qui traitent de précédents, enfin de figures publiques. Il n'y a pas vraiment un certificat d'éthique ou un code à suivre. C'est libre finalement d'une certaine manière. Oui, c'est sûr. Entre 2011 et 2015, je peux toujours retourner à cette page et retrouver toutes les images, la plupart. Évidemment, j'ai téléchargé mes données tout de suite, je mettais toutes les références, la date, etc. Mais même maintenant, tu peux retourner à cette page ou quelques pages que j'ai consultées et tu peux retrouver les mêmes images. Puis tu suis vraiment la chronologie, comment c'était représenté en fonction des événements, ce qui s'est passé, ce que ce président ou celui-là a fait, etc. Comment les gens réagissaient en ironie, en sarcasme, etc. Pour montrer aussi leur déception ou l'incompétence ou bien peut-être le point fort. Des fois le président pose des points, des gestes qui on ne va pas traiter dans les médias, mais le sens public admire ça parce qu'il y a une vision de monde sur qu'est-ce que c'est le symbolique d'un président, doit être fort, doit être etc. En tout cas, donc ça se fait. C'est toujours là. Et puis l'ethnographie sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça commençait comme ça. On doutait que c'est un domaine social. Mais je dis là, il y a plein de recherches qui se font maintenant en ligne auprès des communautés, soit de communautés en ligne, parce que c'est une possibilité de se faire toutes des activités humaines, c'est un domaine social, c'est un domaine humain où tu peux vraiment aller voir comment les gens réagissent vraiment. Vraiment, oui, tu peux passer, si tu t'intéresses à une communauté, à un sujet, etc., tu vois comment les gens vraiment réagissent
à ce que se passe dans le monde, dans n'importe quel domaine. Donc c'est intéressant de lire les commentaires. Moi, je vais sur YouTube. Et tu vois, la première chose, la vidéo, c'est pas le plus important. C'est pas important, c'est le contenu pas important parce que finalement tu sais qu'est-ce que c'est. Ou bien l'image, c'est pas important en soi. C'est important un peu, parce que ça marque un événement qui arrive dans la vie des humains. Mais ce qui t'intéresse, c'est comment les humains réagissent à cet événement. Et puis ces humains n'ont pas toujours conscience qu'il y a quelqu'un qui le regarde, donc il n'y a pas une identité de fois. Donc même il y a des tu le regardes, tu vois, ok, et puis tu vois un peu vraiment comment les gens réagissent pour du vrai. Puis entre eux aussi, parce que ils vont poster juste un commentaire et après il y a les etc. C'est comme la vie. C'est ça, comme une discussion qu'on fait comme ça, mais en fait, c'est archivé par alors c'est un domaine fascinant, ça me fascine tout le temps comment les gens réagissent. Puis là, ça reste imprimé à vie. Ça reste, tu peux prendre des screenshots, tu peux faire plein de choses pour garder ça. Donc, tu as juste à... c'est vrai que c'est une belle source de données finalement. C'est super. Donc finalement, tu n'as pas fait d'entrevue, tu as fait... mais du coup, c'est génial parce que c'est une autre forme de collecte et puis propre à ton terrain. Ça, c'est super intéressant. Et tu penses que ça a été... tu penses que... Comment dire ? Ça t'a pris quand même du temps à le faire ou tu t'es donné un séquençage pour récolter tes données par exemple? Je dirais que je devais attendre jusqu'à 2015, en 2011 jusqu'à 2000. Enfin, j'ai commencé mon ethnographie en 2014 parce que pour vraiment. J'ai reculé sur la page, mais j'avais déjà commencé à collecter plein de choses avant de commencer la maîtrise. En fait, et puis après, tu fais ton codage, les thématiques, et puis tu vois un peu les thèmes pour chaque président. Ça représente quoi? Et ça représente quoi comme pas seulement au niveau politique, mais au niveau rapport avec le président. Et ça représente aussi les attentes et les déceptions. Tel président était fort. Par exemple, étrangement, Moubarak a gardé son image de Rice, même après son départ, jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est toujours le président, tu vois. Même avec... Parce que c'est beaucoup plus complexe que le politique, que le discours politique sur le changement, la démocratie. C'est pas ça. Je voulais pas du tout aller dans ce sens parce que, mais je sais que les Égyptiens s'intéressent à d'autres choses. Et l'image du président, c'est autre chose. C'est pas la démocratie en tant que telle, c'est important. Mais c'est aussi une culture. Est-ce que les gens sont prêts? Est-ce que c'est vrai une culture? Est-ce que les gens sont vraiment démocrates? Est-ce qu'ils veulent la démocratie? C'est des questions qu'on se pose. Mais là, tu avais un bon... c'est ça. C'est où j'avais besoin de comprendre. C'est ça. Et je ne suis pas partie à partir d'un discours ou une position. Non, franchement. J'essaie de rester le plus possible, avoir de recul, disons. Oui, parce que du coup aussi, il y a aussi cette idée que toi, tu es ici au Canada, sachant qu'après, tu étudies des choses qui se passent là-bas, mais tu es quand même égyptienne, donc il peut y avoir aussi un petit, pas un parti pris, mais tu as des habitudes par rapport à qui vont être différentes d'autres chercheurs, ou tu vas peut-être avoir aussi plus de facilité à voir des choses sur Internet. J'ai gardé toujours mon réseau, et beaucoup dans mon réseau étaient contre ce qui s'est passé en 2011. C'est fascinant ça, il faut écouter ces gens. Donc j'étais toujours divisée entre deux camps en fait. Il y en a ceux qui je respecte et puis les gens qui sont intelligents aussi, que non, ça c'est pas bon ce qui arrive. Ça c'est pas bon. Dès le premier jour, ça c'est pas bon. Ça va amener à rien ça. Mais il y en a d'autres qui sont enthousiastes de changement parce que l'Égypte c'est un grand pilier. 60% de sa population sont jeunes, moins de 30 ans, donc c'est des attentes, des aspirations de l'État. Donc il y a ça. Il y a toutes ces contradictions, tu dois comprendre, tu dois aller chercher le pourquoi des choses. Faire un discours facile et puis ce qu'on peut circuler, c'est facile, mais moi je me dis, je voulais comprendre. Et ça va aussi dans mon doctorat, je veux comprendre. Oui, c'est ça, exact.
Tu pourrais juste me parler un peu plus de comment tu as cheminé vers ton doctorat suite à ça, où tu as récolté des données complètement en ligne, sans faire d'entrevue, madame, hein, la chance. Non, je dis la chance. Je suis mal légitime là. On va de la maîtrise, voilà. On va rien dire. Mais c'est ça en fait, je me dis comment ton intérêt a changé et puis comment tu t'es outillé justement pour aller faire un terrain qui va être ethnographique, on va dire ailleurs, entre guillemets, même si c'était chez toi dans ton cas, mais qui est plus au Canada, mais surtout qui n'est plus derrière un écran. Donc comment finalement tu transitionnes vers ça parce que du coup tu travailles maintenant sur les femmes, les rapports de genre, ce qui est un peu différent de la maîtrise, donc est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, après avoir fini la maîtrise, je voulais faire autre chose. Je suis quelqu'un qui bondit tout le temps sur plein de thèmes, mais en plus, moi j'ai compris plein de choses sur ce que j'ai dit dans la maîtrise, mais aussi que je n'ai pas dit. Sur comment la structure sociale s'organise et comment le mot joue un rôle comment dire, médiateur, médiateur, en fait, pour qu'il n'y ait pas de tension entre l'hierarchie des statuts, etc. Parce qu'Égypte, il faut dire que c'est un pays très classiciste. C'est comme plein de sociétés occidentales. Oui, l'hierarchie sociale, le statut, c'est très important. Même le titre d'adresse, il y en a des centaines. Tu regardes quelqu'un, tu le donnes un titre. Plein, c'est pas monsieur, madame, mademoiselle, et fini, mais vraiment plein de choses. En tout cas, moi, j'avais besoin de comprendre comment les changements sociaux, après 10 ans de ce qui s'est passé dans la région, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il y a eu vraiment de transformation sociale. Et la transformation sociale, pour moi, ça commence avec l'homme et la femme. Donc, le rapport de genre. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu du changement pour du vrai? Est-ce que la société a vraiment changé? Enfin, pas au système politique, mais vraiment, est-ce que ça a eu de retomber sur le rapport social, etc. Et je voulais étudier un contexte qui n'est pas le Caire, qui n'est pas Alexandrie. Ok. Pas les grandes villes. Vraiment un contexte régional, mais qui reste moderne, très moderne dans le sens branché sur le monde, cosmopolite, etc. Mais pas le Caire, mais pas Alexandrie. Ouais. Donc je me suis dit, ok, je vais étudier, moi je voulais étudier les femmes, le mariage, parce que ça, c'est ça, le rapport de genre. Hein. Ouais, c'est ça l'institution la plus importante dans le monde arabe, c'est le mariage. C'est des sociétés patriarcales, et puis la femme a le devoir de reproduire le système patriarcal. Cela c'est toujours là. Donc je me suis dit, ok, je vais étudier un contexte. Pas central. Enfin, j'ai choisi le Delta, je suis ressortissante du Delta. Je viens de la ville de Mansoura où je voulais étudier, puis où il y a une grande université. Et c'est une bonne université, il y a plein de bonnes recherches qui sortent de cette université au niveau de scientifique. Et puis je me dis, ok, c'est un bon contexte. Oui, c'est quand même c'est pas Alexandrie. C'est un bon contexte avec 10 milliers d'étudiants qui viennent de toute la région, etc. Donc, ok, mais je veux étudier ça du point de vue des femmes. C'est quoi les étudiantes? Oui, des femmes qui ont un certain capital social. C'est-à-dire des femmes qui sont capables de, quand même, qui ont une certaine agentivité de décider, etc. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai imaginé. Donc, ok, ou bien, je peux dire la classe moyenne de la province, pour résumer. Donc, c'est ça. S'il y a un changement dans la classe moyenne, c'est qu'il y a un changement. Autrement, c'est difficile. En plus, un pays comme l'Égypte, tu vas être étonné que tout l'aspect conservateur, c'est dans la classe moyenne. Pas les classes en bas, qui sont beaucoup plus libérales, si je peux dire, au niveau de couple, de mariage, etc., des négociations formées de couples, pas comme la classe moyenne. Mais la classe moyenne. C'est la concentration de la richesse, du capital social, symbolique, etc. Donc on va transmettre ça, mais d'une manière sûre. Et c'est quoi les manières sûres? C'est les valeurs conservatrices. Donc mariage arrangé, entre deux familles. Oui, ça veut veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour.
Non, non, mais c'est. Ça ne veut pas dire ça. Hein. Des codes. Ouais. Et puis un mariage fondé sur l'amour, c'est pas forcément réussi. Hein. Faut dire ça. Donc c'est ça que je voulais étudier. Et puis j'ai préparé mon terrain autour et j'ai fait la littérature, etc. Et puis j'étais étonnée qu'il y a un taux de divorce important dans cette province. Parmi les gens jeunes, très jeunes. Ok. Donc le divorce c'est grave dans une société comme lui. C'est difficile surtout pour les femmes. C'est très très mal vu, c'est difficile, la vie de la femme devient difficile, infernale, etc. Donc pourquoi les femmes... Mais ils divorcent quand même. Quand même, c'est un grand tour. Après Mickey-Alexandrie, c'est vraiment cette ville, cette région, le delta oriental. Ok. Mais c'est pas normal. Donc le discours étatique, le discours social, le discours religieux dit là, le mariage est important, les femmes doivent se marier. Puis les familles font des pressions. Une fois que tu as fini tes études universitaires, tu dois te marier. Comme dit une de mes répondantes, c'est un livre qu'on doit accomplir. Si la page d'éducation est finie, maintenant la page du mariage. Si tu te maries, maintenant la page des enfants. Enfin, ça me fait rire. Ah oui, mais bon, non, mais c'est vraiment des étapes à accomplir dans la vie des femmes et des hommes, mais surtout les femmes. Des cases à cocher, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc j'ai préparé mon terrain et puis j'ai fait un formulaire, un questionnaire en ligne, etc. J'ai pu recruter plein de femmes, plein d'hommes aussi. Je voulais voir aussi les hommes, qu'est-ce qu'ils en pensent, le mariage, les couples, etc. Donc ça c'était plus qualitatif, quantitatif? Donc qualitatif dans le but d'après voir, faire des entrevues. Enfin, j'ai plusieurs méthodologies. J'ai fait ce formulaire. J'ai pu avoir 150 personnes qui ont répondu, femmes et hommes, jeunes femmes et hommes entre 18 et 40 ans. Ah ouais. Qui ont fini leurs études à l'université de Mansoura, qui habitent la région. Donc c'était mes critères. Et sur le 150, je contactais toutes les personnes qui ont voulu poursuivre pour faire une rencontre avec moi. Donc j'ai fait ça avant de mon départ au Niger. Mais ça c'était long ou c'était... Oh, c'était pas long, pas du tout. J'ai commencé mon formulaire en juin 2019. Je suis partie en Égypte octobre 2019. Donc, et puis après, je suis rentrée fin janvier 2020, juste après la pandémie. Mais j'ai suivi plein de choses en ligne aussi. Je suis toujours des femmes, parce que j'ai fait aussi la méthode autobiographique avec certaines femmes. Ah, ça faudrait que tu nous en parles. Certaines femmes et certains jeunes hommes. Ce qui serait intéressant de savoir justement là, c'est comment tu as choisi le fait de faire le questionnaire et pourquoi pas, tu sais, direct partir en Égypte. Pourquoi tu as choisi en fait ces choses-là et l'autobiographie? Pourquoi en fait stratégie? Est-ce que c'était une stratégie ou est-ce que c'était... Ouais, c'était stratégique pour établir... en fait, j'ai pas fait que avec les femmes qui ont... J'ai fait des entrevues avec des femmes qui n'ont pas fait les questionnaires aussi parce que j'ai rencontré sur le terrain, etc. Mais je voulais... Mais le formulaire, je l'ai fait d'une manière... c'était un long formulaire en fait. Je l'ai fait exprès. Ah, ok. Il y avait 3 parties sur le couple. Ouais, non, mais si tu fais le formulaire, c'est qui t'est intéressé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai eu des cas, un jeune de 16 ans qui a fait le formulaire et il était encore au bac, à la fin de son bac, c'est-à-dire études secondaires. Il n'est pas à l'université encore. Mais plein de blagues, il m'a fait plein de blagues, il m'a donné ce numéro. Je voulais bien le voir, mais j'avais pas le temps. J'avais vraiment calculé de le voir, parce que de l'appeler puis parler avec lui. Mais oui, ça aurait été intéressant. Ouais, c'est intéressant, mais peut-être quand je serai de retour, elle serait à l'université. Mais je veux dire, oui, je voulais des gens intéressés. Et puis j'ai eu les gens qui ont répondu sont très variés, des jeunes femmes, des hommes, fiancés, célibataires, divorcés, mariés. Donc j'ai eu quand même une bonne représentation des gens. Et puis à la fin du formulaire, je dis, si vous voulez poursuivre l'entrevue avec moi, s'il vous plaît, laissez vos coordonnées. Ok, donc c'était déjà une première entrée en matière finalement. Et puis avec cette matière que j'ai ramassée du formulaire, j'ai eu un peu quand même des indications, des tendances. Ah, c'est génial ça. Des tendances, ce qui se passe. Et j'étais étonnée, parce que ça fait des ans que je n'étais pas allée en Égypte. Ah, wow. Je suis plein de choses, j'ai plein de réseaux. T'étais déconnectée, Amal. Pas tout à fait. Mais j'étais pas réellement là. Donc ces tendances-là,
j'ai vu qu'il y a des tendances, j'ai jamais imaginé que ça existe dans une ville provinciale ou ville régionale. J'ai vu des tendances ou de tendances de jeunes femmes avec des idées, par exemple, anti-procréation. J'ai jamais imaginé que ça existait. Ça existe. Ok, Oui, au oui, Caire, oui, les forêts, oui, tu peux non. voir ça. Hein. Oui, Dans mais tu une veux dire en ville, dehors des grandes villes. dans des finalement. villages, des femmes qui viennent des villages, ça c'était nouveau. Et je vais poser, et là, je vais Ah, tu besoin te dis, de il y a un comprendre. truc. Ouais, Il y a un ouais, ouais. truc. Et là, je me suis dit, ce premier jet de terrain, je me suis dit, ok, mes questionnements sont fondés. Ouais, Et ouais. je pense qu'il y a eu du changement, peut-être, mais comme tu prépares ton examen de synthèse, la littérature, ton projet, là, ok, mes questionnements sont fondés qu'il y a peut-être eu des changements. Donc, je suis allée sur le terrain, j'ai rencontré ces femmes et puis j'ai découvert plein de choses. Le terrain, C'est génial. c'est dynamique, c'est la vie, c'est pas la littérature. Même des répondants qui m'ont orienté sur mon formulaire sur mes entrevues. Par exemple, j'avais écrit entre 20 et 30 ans. Puis une de jeunes femmes me dit, mais 20, 35, c'est pas assez. Je te propose de 18 jusqu'à 40. Ouf. Je dis, ah oui, c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que j'ai fait des rencontres avec un homme de 40 ans marié, qui habite dans un village. Il m'a donné, je connaissais déjà sa vision du monde, je viens de la région, je sais comment les gens pensent. Mais comment il a expliqué et justifié comment le mariage fonctionne de cette manière, c'était quelque chose que je ne savais pas. Donc, par exemple, c'est une proposition, le terrain te ouvre des pistes, des fois il faut les saisir. Il faut les suivre, les suivre. Et puis j'étais comme waouh, ça dépassait mes attentes. Et puis il ne faut pas rester. Ça dépassait mes attentes, ça dépassait aussi ce que je m'attendais à voir. Donc le formulaire était comme une présélection de candidats intéressants qui représentent quand même les tendances. Et chacun parle de son réseau, c'est chacun va parler de son réseau, etc. Et puis dans son réseau, il y a des gens qui lui ressemblent. Okay. Donc, du coup, ça te permet de connecter avec d'autres gens par rapport à la personne qui a des... Parce qu'ils ne sont pas obligés de tous avoir répondu, mais toi, tu as une personne de ton questionnaire et elle peut te conseiller d'autres gens. Mais comment tu as eu l'idée du questionnaire? Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que est-ce que tu avais vu des recherches qui faisaient ça Non, parce que je connais la réalité, et je connais la réalité de cette région. Et je me suis dit... comment vraiment avoir accès aux vraies tendances. J'avais l'idée d'aller sur le campus, j'avais imprimé des formulaires, c'est des centaines, tu peux aller dans une salle à la faculté de droit, tu peux avoir 1000 personnes assises, j'exagère pas, hein. C'est des grandes salles de cours, des milliers d'étudiants. Mais personne n'a les nécessairement. Oui, c'est des grands cours. Tu vas à la faculté des lettres, faculté de droit, faculté de médecine, pharmacie. Il y a toutes les. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs systèmes d'éducation. Il y a un système gouvernemental, mais il y a des systèmes branchés à d'autres. C'est-à-dire en médecine normale, et puis il y a la médecine Manchester. Tu peux tu peux payer par aller là-bas. Et c'est bien. Et dans la faculté de commerce, il y a ça. Faculté de droit, tu peux étudier en français, tu peux étudier en anglais, tu peux étudier en arabe, enfin les mêmes lois. Mais ça cette possibilité-là. Donc c'est vraiment un lieu, c'est un lieu ouvert et dynamique et plein de... ça représente plein de tendances, plein de classes sociales, etc. qui sont là ensemble en tant qu'étudiants. Donc tu savais que si tu faisais pas le questionnaire avant, ça aurait été compliqué. J'ai risqué de tomber sur juste une facette finalement. Ouais, une facette. Puis j'étais je faisais très attention que ça représentait un peu, mais aussi je voulais retracer les nouvelles tendances. Ça peut être mineur comme tendance. Mais c'est là. Mais ils sont là. Mais je voulais aussi, j'ai eu aussi des réponses très conservatrices. La femme doit rester à la maison, la femme, les enfants, c'est la job de la femme, etc. C'est un discours et les gens y croient et puis les gens Et je suis vraiment fascinante par les gens que j'ai rencontrés. C'est des gens brillants, intelligents,
surtout les femmes, dynamiques, bon, il y en a aussi des deux hommes. Mais aussi, ce qui est le plus important, ce que le train nous offre aussi, je suis partie dans cette logique. Ma recherche est basée sur les femmes, la vie de femmes, parce que dans la littérature, on ne questionne pas les femmes. Alors, le mariage, c'est quoi pour toi? Ouais, on parle de l'obsession mariage, les oppressions, le patriarcat, etc. Mais on ne demande pas qu'est-ce que le mariage pour toi maintenant? C'est quoi ce que tu penses maintenant? Oui. Donc ça, c'est un point après, de c'est vue, ce que tu as vécu avec cette conscience que tu peux te révolter. Mais personne ne pense ça. Surtout dans le détail, il n'y a rien sur le rapport de genre. En tout cas, mais ça, c'est la littérature. Parlons du terrain. Et puis, le terrain a offert cette. Il y a maintenant, mondialement, il y a toute une littérature sur la crise de la masculinité qui existe depuis. Et puis là, c'était très, très flagrant sur le terrain. Il y a un problème. Il y a un problème chez les jeunes hommes, il y a la plupart. Ouais. Alors que les filles sont plus, s'affirment plus, elles savent plus ce qu'elles veulent. Les hommes, ils ont un problème de, soit elles sont toujours dans le discours et ce discours les permet de ne pas réfléchir, donc c'est déjà là, je suis l'homme, puis je vais mailler de mal arranger, puis je vais être là, c'est l'homme de la maison, et enfin, c'est déjà tracé en fait. Voilà, exactement. Donc il ne fait pas d'effort de réflexion, mais il y en a qui font la réflexion, ils sont torturés entre un rôle qu'ils doivent assumer socialement. Et celui est-ce que leur vraie identité. Et là j'ai trouvé quelques jeunes et là qui vivent de dilemmes, de crises identitaires profondes là. Ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on leur demande de faire. Mais ils sont pris dans un... Et puis, ils ne sont plus... oui, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Exact. Où est-ce que je peux vivre ces idées ici, etc. Enfin, des questions comme ça. Le terrain t'offre ça. Mais c'est ça ce que je voulais dire. Ça s'est révélé à travers le terrain. Ouais, c'était pas des choses... Voilà. Donc, non. Mais comment tu deals un peu avec ces choses-là? Parce que j'imagine que comme c'était pas prévu, tu te dis... oh mon Dieu, c'est pas du tout ce que j'ai prévu, mon Dieu, mon doctorat, qu'est-ce que ça va donner? Ou alors tu plonges dedans et puis tu te dis, ben, on verra on verra plus tard. Mais ce qui est bien aussi avec les entrevues, tu fais trois premières entrevues, et puis tu vois un peu les vibes. C'est, il y a des choses. Puis tu discutes. Pas seulement les entrevues, il y a des choses que j'ai pas enregistrées, j'ai juste pris des notes, des discussions avec des aînés par exemple. Ou des jeunes, mon neveu qui a 16 ans, il y a des idées de sa génération, des choses que tu vois que, mais il ne faut pas se limiter aux entrevues, il faut voir, il faut s'ouvrir, il faut parler avec tout le monde, il faut prendre des moyens de transport public, écouter ce que les gens disent. Le visuel présente aussi quelque chose dans la structure sociale. Par exemple, il y avait plein de pancartes, enfin de grosses publicités avec les médecins là, spécialisés pour la reproduction. C'est qu'il y a un grand problème de reproduction. Tu as 105 millions de... Mais en fait, ce n'est pas un problème de reproduction. C'est pas un problème de reproduction, c'est un problème de rapport homme-femme. Là, tu vas dans l'analyse. Mais pourquoi ça? Un médecin qui tient, tu sais, de triple... Des triplés? Ouais, par exemple. Mais pourquoi une société a besoin de faire une publicité comme ça? Tu poses la question, tu vois, et c'est relié avec ton thème. Il faut vraiment voir tout ça. Mais c'est ça le terrain, en fait. C'est pour ça qu'il y a cette différence entre ce qu'on prépare avant et ce qu'on vit pendant. Exact. Mais ça, on n'est pas préparé à ce qu'on vit pendant finalement. Parce que quand on lit ce qu'il y a dans les, je sais pas moi, n'importe quel article. La littérature aussi. Voilà, c'est la section méthodologique est assez restreinte et très. Bon, on a fait tant d'entrevues, on a analysé tant de trucs, on a utilisé tel truc, et au final, c'est pas. Je veux pas dire que c'est pas la vie de terrain, mais c'est ça. Mais le terrain, je te dis, ce qui m'a amené à l'anthropologie, c'est l'ethnographie. Et j'ai adoré cette expérience. C'est dense, c'est dark parfois. Il y a eu des moments très difficiles de confidences lourdes. Je t'avais raconté ça, mais c'est vraiment des confidences lourdes que j'étais malade avec. C'est dur à porter, alors que la personne qui raconte, donc il y avait des moments. On te ressent une certaine euphorie incroyable parce que tu as compris quelque chose ou tu maîtrises quelque chose ou
où tu valides, parce que le terrain valide nos questionnements et nous donne la vraie légitimité comme anthropologue. Là, je me suis sentie comme anthropologue. Si on oublie la maîtrise, là. C'était là. À Personne quel moment, quelle heure. Non, mais je comprends parce que finalement, on a cet état, comme tu dis, d'euphorie et des fois de tristesse parce qu'on imbibe tout ce que les gens nous disent. Et c'est surtout, c'est ça, on est porteur de leur histoire indirectement, on le prend. Hein, et après, on se dit comment finalement on essaie de vivre avec ça. On sait que c'est des données, on sait que c'est de la recherche, mais ça reste des êtres humains, c'est dynamique, comme tu dis. Et comment finalement tu passes au-delà de ça, parce que tu as des moments d'euphorie, hein, quand tu dis t'es content, puis là tu vois que ton terrain avance, puis tu te dis oh oui, même pour moi, pour mon analyse, ça va être génial. Donc en fait, on est projeté dans l'humain, avec l'humain, mais en même temps, on pense toujours à ce que nous, on va écrire aussi d'une certaine manière. Donc il faut jongler entre ces deux. Je trouve qu'on jongle un peu entre ces deux phases-là. Oui, en fait, sur le terrain, je me suis laissée aller. Ok. Dans tous les sens. Okay. Enfin, je suis allée, je pensais pas trop, je prenais des notes, beaucoup de notes, et puis même avec des entrevues, je faisais des portraits pour chaque pour chaque personne, juste pour ne pas oublier l'aspect contact, parce que tu ressens la personne, tu vois son gestuel, comment il répond aux questions, comment il réagit, parce que tu provoques des discours dans la société, puis tu vois un peu comment il réagit, etc. Je prenais vite de petits portraits. Des fois, je me lançais dans des petites analyses parce que c'est là, c'est juste ça. Puis... Mais en fait, je me suis dit, non, quand je rentre, je me repose, je prends de recul. C'est important. Parce que tu rentres de terrain soit fatigué, épuisé, soit soit tu retournes à la réalité, mais tu viens avec cette énergie, ce dynamisme incroyable. Mais là, il faut vraiment prendre du recul. Parce que même physiquement, on peut tomber malade, je pense. En tout cas, il faut vraiment prendre du recul, retrouver son rythme et puis essayer de prendre sa distance et puis pour pouvoir vraiment avoir la posture d'anthropologue pour analyser. Oui, donc du coup, c'est ça ce qu'on disait. Finalement, le terrain, il y a quand même une différence entre les attentes académiques, de ce qu'on doit remplir, le certificat d'éthique, et puis ce qu'on vit réellement sur le terrain. Il y a des fois, on ne peut pas sortir notre fiche et dire « Ah oui, alors attendez, j'ai la question 2, est-ce que… » Non, on ne peut pas. Il y a des choses où ça doit être fluide. Et c'est un peu comment tu gères ça finalement, cette fluidité? Alors qu'on est quand même, on a quand même ce côté, on doit rentrer dans des cases, on va dire, au niveau académique. Et puis ensuite, quand on récolte les données, là, comme tu dis, tu t'es laissé aller. Et finalement, est-ce que c'était facile d'une certaine manière de te laisser aller parce que c'était ton pays natal, ta région? Ou est-ce que tu aurais peut-être été un peu plus, je sais pas, un peu plus crispé, ou alors ça aurait mis un peu plus de temps si c'était dans une autre région que tu connaissais pas de base? En fait, avant de partir au terrain, mon directeur de recherche m'a dit il faut tout noter. Même si c'est pas pertinent pour l'instant pour ta recherche, ça va être pertinent dans peut-être dans 20 ans. Il m'a raconté une anecdote sur son premier terrain quand il était jeune chercheur au nord canadien. Il y avait un questionnement sur les chiens, etc. Et puis, elle n'a pas noté tout de suite. Elle regrette beaucoup parce que maintenant, elle est dans un article sur l'analyse de rapports chiens, etc. Et là, il lui manque cet élément. Il lui manque cette chose qu'elle n'a pas notée. Elle me dit, il faut tout noter. Et j'ai pris ça comme, il faut être ouvert, il faut tout noter, il faut... Évidemment, quand tu retournes, tu fais la transcription de tes entrevues et tu fais du codage. Et tu relèves des thèmes. Mais le terrain est là, tes entrevues sont là, les gens sont là, ils sont toujours là. Donc tu vas faire ta thèse, mais il y aura toujours des morceaux que tu pourrais travailler dans l'article ou même tu vas réfléchir plus tard, tu vas faire des projets de recherche. Tu vas faire un postdoc sur un thème relié, etc., mais que tu as croisé sur le terrain et ce n'était pas du tout le thème de ta thèse. Il ne faut pas se restreindre. La thèse, c'est une manière on ne veut pas, comment dire... on collecte toutes les données qu'on peut, finalement. On collecte tout ce qu'on veut, parce que je t'ai aussi mené, c'est vrai, dans mon pays, je sais bouger,
je sais comment bouger, je sais que je connais le code profond. Réflexes et des oui, je connais toutes les références, le code invisible, quoi dire, comment le dire, etc. Donc j'avais cette aisance. Sans réfléchir en fait. Sans réfléchir, c'était spontané. Mais j'étais aussi très curieuse de savoir, j'avais aussi loin de la thèse de terrain, de l'anthropologue, j'avais cette deux femmes il y a 10 ans qui ne connaissaient pas encore l'anthropologie. Et cette femme qui a des outils pour comprendre des choses, des problèmes personnels, des questionnements en général qu'elle ne savait pas, dont elle ne savait pas réponse. Là, et il y avait ce côté personnel. Alors la curiosité aussi de répondre à ces questions qui traînent. Et m'a mené à vraiment être là tout le temps, sortir, voir les gens, prendre le train, prendre le bus pour aller au Caire, aller à Alexandrie, aller dans les villes à côté, voir les gens. Je suis allée plusieurs fois dans des villes à côté pour rencontrer des femmes. Même pour mon dentiste, je suis allée dans une autre ville juste pour le plaisir de revoir la ville puis marcher dans oui. Donc, je pense que c'était dans mon cas, ça s'est très bien passé pour tous ces facteurs. C'est vrai que quand tu es dans un terrain que tu ne connais pas, tu as besoin d'abord d'établir un réseau de confiance. Et puis après, si tu connais le terrain, c'est comme un immigrant aussi. Petit à petit, tu connais, tu découvres les quartiers, puis tu prends un peu plus de courage d'aller le quartier à côté, parler avec les gens, même faire des amitiés avec des gens, etc. Ça prend du temps, mais déjà j'avais ça. Donc déjà tu as gagné un temps. J'ai gagné du temps pour ça, oui. Donc c'est vrai que c'était plus facile, j'avoue, à ce moment-là, ça fait partie du plaisir. J'étais chez moi et puis ça fait partie du plaisir de faire du terrain chez soi. C'est vraiment ça, c'est vraiment le cas de faire du terrain chez soi. Mais du coup, c'est ça, je me dis, je sais pas toi, mais on en vient, là, toi, tu te questionnes sur ta société natale, ton pays natal. Mine de rien aussi, faire du terrain, c'est... On apprend sur nous-mêmes en tant qu'être humain. Donc c'est ça, je me dis finalement, c'est pas... Oui, on apprend des choses académiques, on publie des trucs au niveau académique, mais je me dis... On apprend aussi, nous, en tant qu'être humain, quand on est sur le terrain avec d'autres êtres humains, on va dire, mais dans des contextes pas toujours faciles. Et donc là, je me dis, même toi, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que, là, tu viens de dire la différence entre le Amal sans l'anthropologie, Amal pendant l'anthropologie. Finalement, tu te dis que Est-ce que c'est aussi un cheminement vers mieux comprendre ta société ou des choses que tu te posais des questions avant et puis même sur toi-même et puis là tu comprends en étant confronté à d'autres gens? Oui, en fait l'anthropologie m'a donné les outils de comprendre. Et moi j'ai répété comprendre plusieurs fois. Je suis curieuse, j'aime les défis intellectuels. Je comprends les deux femmes, la femme que j'étais, la femme que je suis devenue. L'anthropologie m'a mené en fait à prendre des reculs. Ça m'a beaucoup aidé pendant ce qui s'est passé en Égypte à partir de 2011 aussi à vivre mieux mon traumatisme. Parce qu'on ne parlait pas de traumatisme, les gens au Moyen-Orient, on parlait de défis politiques, de terrorisme, mais c'est un traumatisme. Mais les gens de la vie normale, les gens ordinaires, ils vivent un traumatisme profond de voir la société déchirée. C'est un traumatisme qu'on ne verbalise pas, qu'on ne parle pas. C'est pas intéressant. Enfin, en tout cas, l'anthropologie m'a donné ces outils de prendre ce recul intellectuel, des fois émotionnel, et puis en fait j'ai réglé plein de comptes avec ma vie d'avant à cause de grâce à l'anthropologie. Ça te donne des outils de compréhension sur toi, sur ta société. J'avoue que je suis toujours en processus de compréhension comment ma société natale fonctionne, ma société d'accueil aussi, comment ça fonctionne. Ça m'a aidé à comprendre pourquoi cette personne agit de cette façon, pourquoi le système social agit de ce point, pourquoi le système patriarcal reprend toujours de vie, etc. Avec la lecture, la littérature, mais aussi la réflexion, ce que tu disent les gens, etc. Donc c'est toujours ces discussions dans ta tête. Ça s'arrête jamais. C'est vrai. Et c'est bien.
C'est bien. Mais c'est ce qui nous permet aussi, je pense, d'avancer sur nos autres terrains. Parce qu'on avance sur certaines choses. Ah, terrain numéro 1, on a réglé ça. Terrain numéro 2, on règle ça. Ouais. Terrain numéro 3, on va faire ça. Mais non, mais du coup, ce qu'on a appris sur nous-mêmes dans les précédents terrains, ben, c'est réglé. Donc ça veut dire qu'on peut avancer. Même ça veut dire, je parle même en termes, pas d'erreur, mais de... C'est aussi de l'expérience qu'on acquiert, comment on va aborder les gens pour les entrevues, comment on va faire les questions. C'est rien que le fait tu vois, moi, de t'avoir rencontré et de qu'on discute de ta façon de faire ta thèse, tu sais, le recrutement, là, le fait de faire un pool de personnes avec des questionnaires et ensuite les sélectionner pour ensuite les reparler. Ça, c'est quelque chose que j'envisage moi-même pour après parce que et j'aurais jamais pensé à ça. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est des choses que bon bah voilà, on va faire une recherche, on va toujours un peu prendre le même style entre guillemets, mais finalement on peut être quand même assez ouvert, il faut le justifier et tout ça, et c'est ça ce qui fait nourrir des données et qui nous fait découvrir les gens et les comprendre et puis pouvoir documenter tout ce qui se passe et analyser. Et je pense que des fois c'est bien de sortir de ce cadre en fait, parce que ça c'est quelque chose que j'avais jamais nécessairement entendu parler, parce que tu sais t'as le quanti qui fait ça, le quali qui fait ça, puis chacun est de son côté, et puis au final je trouve que, mais finalement c'est super intéressant. Tu peux faire des statistiques, tu peux faire des trucs, parce que c'est des choses que tu n'avais pas nécessairement dans la littérature, j'imagine, comme tu disais que les femmes n'étaient pas nécessairement, il n'y avait pas la représentation de ce qu'elles pensaient du mariage, donc du coup c'est des choses que qu'il n'y avait pas nécessairement, donc je trouve que l'anthropologie peut nous aider même à créer des choses pour continuer et à avancer des outils ou même juste des manières de faire qui nous aident. Parce que la société change aussi, les manières de faire doivent aussi... Oui, mais je t'avoue, quand j'ai lu des articles en sociologie, sciences politiques, parce que j'ai lu beaucoup, j'ai dit, ça manque quelque chose. Mais oui, il y a toujours ce côté humain. Quelque chose qui manque là. Parce que c'est vrai, l'anthropologie, on dit toujours que ça manque de méthode. C'est vrai, le terrain sur le point fort de l'ethnographie, c'est ça l'invention anthropologique et on a mené ça dans les autres sciences. C'est ça qu'il n'y a pas de vrai guide. On n'a pas vraiment de méthodologie. On va voir Bourdieu en sociologie, on va voir Foucault. C'est totalement. Mais c'est un point fort. Mais c'est un point fort. Mais oui. Pourquoi? Parce que tu vas trouver l'anthropologie dans toutes les disciplines. Disciplines comme la médecine là. Quand tu dis, tu prends ça l'hôpital comme un terrain ethnographique. Donc, en fait, cette ouverture qui est vue comme un problème, je trouve que c'est un point fort. De l'autre manière. En fait, de l'autre manière. Mais c'est parce que des fois c'est perturbant. Parce que j'ai envie de dire, des fois on a trop d'informations. On passe par des cas dans une méthodologie fixe. Enfin, il faut que tu suives cette méthodologie. Oui. C'est bien parce que c'est la discipline quand même. Il faut que tu parles le jargon de cette discipline. C'est normal. Mais je dis, moi je suis embarquée en anthropologie, en aventure. Et je veux comprendre. Donc je suis pas vraiment sur ce site de plaire. Non, mais c'est surtout aussi qu'étant donné, comme tu dis, c'est l'ethnographie, qu'on est quand même libre dans ce qu'on va récolter parce qu'on va suivre ce que les gens vont nous dire. On est vraiment dans l'induction. Et c'est ça, je trouve, la force de l'ethnographie. Parce qu'au final, c'est comme moi, ma maîtrise. Ah ok, je suis venue pour ça, on me ferme une porte, finalement j'aurais pu plier bagage et rentrer. Mais non, il y a quelqu'un d'autre là qui est en train de me dire quelque chose d'autre et c'est super intéressant et tu t'arrêtes pas là. Comme toi pour le coup de la crise de la masculinité, tout ce qui se passe. Mais si tu pars simplement avec ton bagage, alors moi je veux étudier ça, personne veut t'en parler, tu peux plier bagage. Mais au final, il y a tellement de choses même encore plus intéressantes. L'humain est complexe, exactement. C'est très complexe et puis... Quand tu es curieuse, c'est l'humain, l'étude de l'humain. Donc, quand tu es curieuse de l'humain, en général, tu veux vraiment comprendre plus. Pourquoi pas? C'est ça. Oui, puis faut pas. Non, puis c'est aussi l'idée que nous, en tant qu'anthropologues, tu sais, on a été formés dans un certain pays, dans une certaine tradition. Voilà, dans une certaine tradition. Mais tu te dis, il y a aussi ce côté où on peut pas non plus faire un genre de néocolonialisme et aller apprendre, aller genre, alors nous on va absolument étudier ça, donc là il faut que vous me disiez ce qu'on veut sur ça. Mais en même temps, si les gens n'ont pas les mêmes réactions, ou même pas le même vocabulaire, ou pas les mêmes, comme tu dis, les mêmes traditions, les mêmes représentations que nous on aura pu lire dans la littérature, faut s'adapter à ce que eux vont nous donner finalement, parce qu'on peut pas dire, oui mais moi j'avais envie d'étudier ça, et au final, je pense que il y a cette souplesse qu'on a en étant avec l'ethnographie, j'ai l'impression. Parce que pour certaines disciplines, peut-être que non.
Mais moi, je vois que même si, enfin, je sais pas toi, mais c'est toujours que quand tu prépares un terrain, on est toujours stressé parce qu'on se dit qu'on n'a pas de cadre. On sait jamais, tu sais, la méthode, bon, elle est là, mais on sait que quand c'est sur le terrain, ça peut aboutir à n'importe quoi, entre guillemets. Comme tu dis, c'est l'être humain qui est complexe, et donc voilà. Mais ça fait la force. C'est comme une force et une faiblesse, j'ai l'impression, parce que ça fait peur et c'est excitant. Pour la curiosité, pour moi, c'est une force. Ça. Parce que je suis là parce que ça me plaît, je suis curieuse. Exact. Je veux comprendre. Mais oui. C'est mon objectif. Exact. Donc, ouais, avec la méthode, tu peux vraiment être précise, essayer de. Mais évidemment, il y a un travail académique à faire. On ne peut pas aller loin, mais aussi il y a le plaisir. Il faut avoir du plaisir parce que ça va se voir dans ton texte plus tard. Et puis même, je pense aussi dans peut-être la qualité des échanges aussi que tu auras avec les gens, puis, parce que finalement on s'intéresse aux gens, on n'est pas là juste pour l'entrevue et les données. Enfin, Enfin, c'est pas... C'est ça le truc. En fait, j'ai commencé toujours par me présenter. Et dire ce que je fais et raconter ma vie à l'égyptienne. Voilà. J'ai fait élégante, j'ai fait ça. Si tu as des questions avant que je commence mon entrevue. Je commence toujours comme ça, juste pour établir un rapport égalitaire. Parce que je sais comment ça fonctionne. Je suis plus âgée, je viens du Canada, etc. Donc ça va. Donc c'est quelqu'un de. Je veux juste briser ça. Une barrière. Et puis je commençais avec ça, et puis ça se passe très bien. Il faut briser le maximum de barrières qu'on peut, même si c'est pas toujours facile, mais non, c'est ça le truc. Alors là, ce que j'aimerais que tu me dises, en fait, ce serait plus qu'on parle, tu vois, de ce que tu as retenu entre la maîtrise et de ton terrain de maîtrise et ton terrain de doctorat. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as aimé, moins aimé? Qu'est-ce qui était plus facile ou difficile même? Parce que autant j'imagine en ligne que dans une éthographie en vrai, entre guillemets. Enfin, c'est pas en faux quand c'était en ligne, mais tu vois le fait d'être numérique ou pas. Comment finalement tu vois tout ça? Le terrain numérique, je peux dire qu'il est plus facile plus facile. Tant que les données sont là en ligne, c'est facile de les recruter, et ils sont là, puis ils ne bougent pas. Ils bougent pas, et puis ils peuvent être là, puis tu peux les regarder, pour les compiler, les gérer par la suite, faire l'analyse de contenu, etc. Mais c'est vrai que ça manque aussi le côté, ce contact humain. Et c'est vrai que tu lis les commentaires, tu vois les gens, puis tu vois la dynamique de conversation, comment ça se passe. C'est comme deux personnes qui parlent entre eux sans cadre particulier, c'est spontané, etc. Mais ça manque quand même ce contact humain, que tu vois les gens. Parce que des fois, quand même, il faut dire que les gens sont là, on ne les connaît pas vraiment dans leur vraie vie. On ne sait pas pourquoi ils posent ces commentaires. Oui, on ne sait pas leur background. On ne connaît pas tout sur lui. C'est ça que je veux dire. Donc c'est facile, tu peux avoir une vision, parce qu'il y a des milliers de commentaires, c'est quand même représentatif. Il y a des données, des tonnes de données que tu peux récupérer en fait. Mais niveau qualitatif et humain, c'est différent. Finalement. Oui, c'est ça. C'est difficile parce que quand même, tu as besoin. Tu vas aller voir le profil. Oui, qu'est-ce qu'il partage. Oui, tu fais la petite fourmi là. Pour essayer de voir pourquoi il met cette photo, pourquoi il se présente de cette manière. Parce qu'étudier le profil, c'est vraiment intéressant aussi. Je le fais tout le temps. Pourquoi les gens choisissent ça? Pourquoi ils posent ça? Enfin, tu peux même faire des catégories maintenant pour les catégories d'autopublicité. Ou catégories, chercher un peu l'attention. Enfin, tu peux faire toutes sortes de. Enfin, c'est pas ça c'est pas notre histoire, mais je veux dire que c'est intéressant parce que c'est une dynamique sociale très intense et que ça s'arrête pas. Et c'est là à n'importe quel moment, tu ouvres ton Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Je te dis une anecdote, et je parlais avec mon fils qui a 18 ans, je lui dis mais tu vois tu n'es pas actif sur Facebook, pourquoi?
Je te vois jamais. Elle dit, mais Facebook c'est pour le vieux. Je dis, mais où sont les jeunes maintenant? Elle dit, sur Instagram. Je dis, ok, j'arrête à Facebook. Je peux pas suivre les jeunes sur Instagram et Snapchat. En plus, TikTok, tout ça. Bon, ok, je limite. C'est trop, Tu vois, ça grandit. C'est très varié. Il y aura, c'est la photo en principe maintenant. Oui. TikTok, c'est visuel, mouvement. Instagram, Snapchat, c'est des photos. Ouais. Moins de textes. C'est-à-dire que tu peux suivre vraiment l'évolution de ce domaine social. Sans texte. Surtout, c'est vrai, c'est sa richesse, c'est sa pertinence pour ceux qui résistent encore étudier, de faire des ethnographies sur les réseaux sociaux. Donc ça a son côté oui, en fait, oui, voilà, c'est ça. C'est que c'est bien, ça, parce que c'est accessible rapidement. Ouais. Mais ça, oui, comme tu dis, le côté humain qu'on a dans l'anthropologie, enfin dans l'ethnographie, là, c'est sûr qu'il est différent, quoi. Et sur le terrain, pour du vrai, entre guillemets, où là, tu contactes vraiment les humains, tu as besoin de plus de temps. Tu as besoin de voir la personne 2-3 fois peut-être. Tu sais tellement de rapports pour t'inviter chez lui. Parce qu'une anecdote, personne m'a invité chez lui. Ah ouais? Jeune. Alors que j'ai invité quelques-uns chez moi. Chez ma mère. Et il y avait même des voisines, j'ai croisé de... Personne m'a invité. J'ai beaucoup réfléchi sur ça. Bah oui, est-ce que tu as la réponse? Mais je sais, j'ai la réponse parce que, en fait, il y a le côté culturel. La maison, c'est le domaine privé. Ça doit être la famille proche, peut-être les voisins. Mais les amis comme ça, il faut que tu sois vraiment un ami d'enfance ou... Parce que je ne suis pas dans le réseau comme amie ou comme... Pas là, t'es pas en Et puis, les rapports parents-enfants, maintenant, c'est très conflictueux. Donc, la maison, c'est pas vraiment le vrai chez-soi. Le vrai chez-soi, maintenant, pour plein de gens, c'est des cafés. Ah ouais? C'est pour ça, Et ça, c'est un d'autres constats. J'ai beaucoup réfléchi, mais pourquoi on m'invitait jamais chez... Mais même les gens mariés. Même les gens mariés, parce que même les gens mariés. Parce que c'est le domaine privé, parce qu'il y a toujours cette division, même dans l'organisation d'espace, tu regardes les rues, l'université, les salles, les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. Et puis il y a ce système d'évitement. Il y a, de cette manière, la société est culturellement divisée, le domaine privé et le domaine public. Le domaine privé, c'est là où tu reçois la famille. Enfin, j'exagère, évidemment, ça a commencé à changer dans certains milieux, mais fondamentalement, ça fonctionne. Par exemple, je suis venue ici, émigrer, j'étais étonnée que les gens peuvent recevoir les amis chez eux, parce que je gardais ça inconsciemment. Enfin, j'invite chez moi. Mais c'est parce que c'était ta société. Oui, j'achète chez moi ma famille, peut-être des amis très intimes. Mais la maison, c'est pour la famille. Et ça, même s'il y a des visiteurs, il y a division directe. Les visiteurs dans le salon et de la famille dans... Oui. Il y a une partie de même mais privé qui devient c'était pareil, on n'allait pas dans toutes les pièces, on allait dans certains... Par exemple, tu as des réflexions comme ça, tu as des choses comme ça qui viennent avec le terrain, mais tu peux pas comprendre ça si tu sans aller sur le terrain. Donc voilà. Ça c'est des choses comme nuances. Ça. Donc finalement tu aimes les deux quand même. C'est juste j'adore. Je suis toujours sur les deux et maintenant je continue à parler avec des jeunes femmes, soit on fait de video calls ou messenger, on parle toujours et je suis un peu l'évolution de quelques femmes. Je les suis aussi sur la profile, ce qui se passe dans leur vie parce qu'ils racontent et puis il y en a qui sont activistes, radicales, etc. C'est un monde aussi, tout un monde. Les réseaux sociaux, c'est tout un monde où tu peux suivre l'évolution d'une personne. C'est ça, je me disais justement, la séparation entre le privé et le public. J'imagine que ils utilisent aussi les réseaux sociaux ou Instagram. Ah oui, mais alors là, du coup, la sphère privée parce que je connais plein de gens, dans mon entourage par exemple, je connais plein de gens dans la famille, etc. Mais se présente d'une manière où on se présente elle et lui. Par exemple, les femmes, pour garder cette idée de privé-public, plein de femmes dans des milieux très conservateurs ne vont pas mettre leur nom. Elles vont mettre la mère de, ou la femme de, ou la fiancée de, des choses comme ça. Elle ne va jamais mettre son nom. Parce que la femme est considérée comme faisant partie du domaine privé. Pas toujours dans le sens de la rendre, des fois pour la rendre invisible, mais
Parfois pour la protéger. Parce que le domaine public, enfin l'espace public n'est pas toujours très sécuritaire en Égypte. Il y a des problèmes. Enfin, ça peut aller dans les deux sens. Ah, ok. Donc mais des fois, tu as des nuances comme ça, tu observes, parce que c'est un domaine social. Tu observes pourquoi les femmes ne mettent pas leur nom. Par exemple, une de mes cousines m'a fait une invitation. Elle a mis le nom de ces deux filles. Mais c'est qui? Je demandais à mon frère, parce qu'elle est américaine. Ah, mais c'est elle. Mais je connais pas, elle connaît son nom, comment je sais tu les connais, mais tu les connais pas. Je la connais, c'est ma cousine, mais pourquoi elle met ça? Enfin, en tout cas, mais oui, des histoires comme ça. Non, mais c'est intéressant. Je dois poser la question à mon frère ou ma soeur, mais c'est qui ça? Mais c'est qui m'a envoyé? C'est qui ça? C'est là que tu as l'air vraiment éloigné en plus. Ah ouais, mais c'est parce qu'ils se connaissent. Dans leur vie, ils connaissent le nom de leurs enfants, etc. Je suis pas là, donc voilà. J'avoue. Ben ouais, non mais c'est cool. Et du coup, je me disais, en termes de doute ou d'imprévu, comment tu gères ça ou comment... est-ce que tu as eu des... Je sais pas, est-ce que tu as lu des choses? Est-ce que tu as eu des conseils autant de tes directeurs que... tu sais, même d'autres étudiants ou de personnes là où on parle, on est dans l'anthropologie, on fait de l'ethnographie, des fois on partage l'expérience. Comment tu gères ça justement quand il y a vraiment des choses qui sont pas prévues? Comment tu fais? Ouais, je dirais que le doute aussi, il faut gérer, il faut prendre des reculs de fois. Enfin, juste, et puis essayer de voir elles sont fondées ou pas. Par exemple, tous mes questionnements étaient tout de suite validés par le terrain, donc je n'ai pas eu de doute après. Ok. Mais il y a aussi, il faut lire il faut lire par exemple méthodologie, il faut vraiment se préparer pour ça. Ouais. Et là, je peux citer deux références en français qui sont très intéressantes. Il y a je vais juste lire parce que recherche sociale de la problématique à la collecte de données de Benoît Gauthier, qui est une référence pour plein de gens en sciences sociales. Okay. Il y a aussi une revue fascinante et intéressante qui m'a beaucoup aidée sur plusieurs plans parce qu'il y a des articles pointus sur des thèmes. C'est la recherche qualitative. C'est une bonne revue accessible en ligne. Je pense que le livre de Gauthier aussi est accessible en ligne. Donc, en tout cas, la revue de qualitatif, c'est la recherche qualitative, c'est une revue, et puis tous les articles sont accessibles en ligne. Vraiment, c'est deux outils. Mais il y en a d'autres, évidemment. Il y a plein de vidéos que vous pouvez regarder si vous faites une recherche, etc. Mais ceux deux-là, qui m'ont aidé à la préparation de vos projets, la méthodologie, préparer mon terrain, etc. Ouais. Et puis sinon, qu'est-ce que, je sais pas, tes conseils ou tes... ton petit message, tes conseils pour des futurs étudiants, enfin des étudiants, mais des futurs chercheurs ou des futures personnes qui vont faire une maîtrise ou un doctorat, qui vont faire une ethnographie, que ça soit en ligne comme toi tu as fait en numérique ou même une ethnographie, qu'est-ce que tu leur passerais comme message? En fait, c'est une proposition, je n'ai pas le conseil, je ne suis pas la personne à donner des conseils, mais bon. Enfin, il faut être curieux, il faut assumer son sujet de recherche, il faut l'aimer, il faut lire beaucoup la littérature, ce qui se passe, les débats sur le sujet. Et puis, il faut juste partir, garder sa curiosité, puis partir. Et puis, l'expérience sûrement va donner plein d'aventures, plein de bonnes pistes à suivre. C'est tout. Merci beaucoup, Amal. Merci Camille de m'avoir invitée, c'était vraiment un plaisir. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et n'hésitez pas à partager si vous avez aimé ce sujet.